dans la petite vue. Désolé pour ce lancement, hein, on essaye de se coordonner, mais bon, je suis maintenant à Montauban. J'imagine que je commence. J'imagine que vous m'avez donc vu taper sur, Voilà, sur mon il y a une Wikipédia latence hein, dans le flux. Montauban. Je voulais vous montrer un peu où c'était Montauban. Je vais essayer de couper moi ce retour parce que le retour est décalé. Voilà. Et donc je vais vous faire une démonstration un peu de l'effet que j'ai fait sur l'épisode numéro 24 de Pepper et Carotte, qui est l'arbre de l'unité. Alors, l'arbre de l'unité, c'est une bande dessinée où dedans il y a cet effet-là. Donc c'est un des effets de cage magique en fait qui est autour du personnage. C'est un peu troublant parce que j'ai beaucoup d'informations qui arrivent en même temps. Je vais essayer de me synchroniser un peu et de me réveiller les neurones. Donc vous êtes dans mon studio au fait à Montauban. Je vais un peu profiter pour faire la présentation, mettre la webcam. Quand on dit studio, c'est un bien mot un peu grand. Là vous avez mon chat qui dort à côté, c'est un outil. Mes dessins derrière. Et puis vous avez simplement un bureau à côté et une porte. Voilà, on est dans les locaux de 300 mètres carrés de Pepper et Carotte Corporation. Et donc, sur mon bureau, j'ai ici mon clavier et j'ai aussi ma tablette qui est une Cintiq 13 HD qui fait exactement ce que vous allez voir à l'écran en fait. Hop, je repose la caméra. Et donc, si je remets l'écran, on va faire cet effet-là. Alors, c'est un effet qui demande en fait l'utilisation de Blender, un logiciel 3D, et de Krita, ou un autre logiciel de manipulation de pixels. Et donc, en faisant le mélange des deux, on va réussir à faire cet effet-là. Alors, pourquoi je ne le fais pas à la peinture de base? C'est parce que bon, ça fait quand même pas mal de courbes, tout ça à faire, en fait, tout autour. Et ça serait un peu plus difficile à faire, donc c'est en fait un raccourci que je vais prendre. Tout serait possible de le faire en dessin, mais il est toujours possible de prendre un raccourci et de faire les choses, et en plus, tu as l'effet mieux. Donc, moi, je suis intéressé de faire les choses un tout petit peu mieux, et puis d'utiliser les outils adéquats. Alors, on ne peut pas se limiter à simplement une sphère, là, c'est pour la bande dessinée, c'était bien, parce que c'était une sphère de dimension que la personnage avait, mais on peut faire aussi des cylindres, on peut faire plein d'autres choses, et on va voir ça ensemble. Donc, pour commencer, moi, je vais appeler mes fichiers. J'ai préparé ici. Donc c'est dans l'épisode, j'ai toutes mes pages de bande dessinée et c'est la page 4. Je vais l'ouvrir avec Krita. Et je vais commencer déjà par défaire l'effet, parce que c'est un effet qui est sur un calque, afin de pouvoir le reconstruire ensemble. Donc, la page se lance. J'ai dans mon coin mon petit effet, je vais le cacher, et puis bon, déjà il faut avoir une scène où on a prévu un peu la couleur que l'effet va avoir, et puis une sorte de perspective. Donc une fois que j'ai ça, moi je vais sauvegarder, et puis je vais commencer à aller dans Blender pour aller générer en fait cette sphère. Alors ce que je vais avoir besoin de Blender, c'est un rendu en noir et blanc. Donc Blender, moi je ne l'ai même pas dans mes raccourcis, hop, je vais l'appeler. Vous avez Blender ici, ça s'ouvre avec le cube, la lampe et la caméra de base. Je fais très peu de modifications à Blender par défaut. Et donc, je vais commencer par virer le cube. Je ne suis pas un professionnel de Blender, je m'en sers uniquement pour pouvoir un peu améliorer mes scènes et puis ajouter des bâtiments à des fois ou des petites choses dans la 2D, mais je ne suis pas un artiste 3D, je suis essentiellement un artiste de painting, donc je vais sans doute un peu galérer. Je fais une sphère, je vais garder exactement la sphère par défaut, elle me semble vraiment pas mal. Sinon, ici, il y a normalement... Alors c'est là que je vais commencer à galérer si j'ai envie de frimer et puis de montrer des choses alors que ça peut changer de choses. Mais vous pouvez changer le nombre de vertex, de tout ça, bon, c'est un peu dans l'interface là sur le côté. Mais on va garder les choses par défaut pour pouvoir avancer. Et je vais surtout passer en appuyant sur la touche du clavier numérique 0 en mode caméra. Je vais sélectionner la caméra avec un petit clic droit sur le bord et je vais un peu la recentrer. Et là, je vais essayer un peu de deviner le même angle que ma scène. On va pas vraiment faire du tracking,
hein, je vais bouger avec la touche G pour grab, parce qu'on a sélectionné la caméra, donc on peut grabber la caméra. Hein, ça veut dire bouger, attraper. Et puis avec R, et puis un petit clic sur la molette de la souris, je vais pouvoir normalement un peu mieux cibler la sphère. Alors pareil, il y a des techniques pour faire la constraint et tout, mais on est là pour pouvoir gagner du temps. Et puis on n'a pas une perspective qui est franchement très difficile. Alors là, avec la croix rouge et la croix verte, je peux voir un peu la déformation spatiale et l'angle de vue. Et puis je peux un peu comparer. Voilà, vous voyez avec cet angle-là et l'angle du tapis par exemple, si ça correspond. Correspond pas encore un peu trop, donc je vais prendre le cadre, je vais le bouger encore un peu plus haut. C'est une vue encore d'un tout petit peu plus haut, là peut-être que j'ai exagéré, et je vais encore recadrer. Voilà, là ça me semble pas mal. On a à peu près ce qu'il nous faut. Et je vais appuyer sur F12 pour lancer un rendu. Alors pour l'instant, hein, c'est la lampe par défaut, on a une ombre, c'est pas beau. Enfin, c'est pas beau, ça dépend ce qu'on veut en faire, mais pour ce que je veux en faire, c'est pas très joli. Donc je vais rajouter ici, dans les paramètres, un nouveau matériau. Et ce matériau-là, je vais demander à ce que ça soit que les wires, c'est-à-dire que ça soit les... Si j'appuie sur Z sur le clavier, on va voir un peu ce fil de fer. Hein. Hop, j'appuie dessus. Là, si je lance F12, je vais avoir le résultat que je veux, mais je vais avoir beaucoup de petits soucis. C'est-à-dire que je vais voir la cage, un peu de la cage de fil de fer de l'autre côté. C'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire. Et je vais aussi avoir un effet d'ombrage dessus, alors que je la veux blanche. En fait, je veux créer un masque. Hein. Je veux rien que la partie que l'on voit visible, et je veux pas ce qu'on voit derrière, et tout blanc sur fond noir. Donc déjà sur fond noir. Ici, il y a la petite planète, c'est pour faire le background. Je peux demander à ce que ça soit noir. On va vérifier avec F12, c'est la bonne chose à faire. On va retourner dans les matériaux et je vais mettre en shadeless, c'est-à-dire pas d'ombrage, dans la sous-catégorie shading. Et là, on va avoir notre sphère. Bon, nouveau problème majeur, enfin je l'ai déjà exposé, on voit le dos en fait de la sphère. Et ça, j'ai pas trop envie qu'on voit en fait ce qui se passe dans le dos parce qu'il va y avoir mes personnages et il va y avoir tout. Donc pour pouvoir masquer ça, eh ben, je vais un peu tricher, hein, je vais créer une deuxième sphère, ici, que je vais décaler tout simplement, et je vais créer pour cette sphère-là un nouveau matériau, qui lui va être en shadeless aussi, c'est-à-dire pas d'ombrage, mais qui va être essentiellement noir. Alors bon, sur cette vue-là, on ne le voit pas très bien, je vais essayer de la centrer un petit peu, et quand je vais appuyer, je vais avoir un peu le même effet, parce que tout simplement, j'ai créé deux sphères qui ont exactement les mêmes matériaux, parce que je n'ai pas assigné mon nouveau matériau à la sphère, c'est pour ça qu'on ne la voyait pas. J'ai toujours un peu de mal, moi, avec ça, avec Blender, mais bon, c'est pas très grave. Je sais qu'on peut normalement prendre le matériau et lui faire un drag and drop. Bien sûr, j'ai ciblé la mauvaise, donc je fais CTRL Z. On va le décaler un petit peu hein, pour l'occasion. Boum, c'est fait. Voilà. C'est vraiment un cours Blender pour les nuls, hein, parce que j'utilise pas toutes les fonctions, loin de là. Mais là, ça y est, j'ai ma sphère, je peux zoomer dessus hein, pour que vous la voyez bien, et je ne vois plus les pixels qui sont derrière. Alors ce que j'aimerais quand même, c'est qu'on voit un tout petit peu que ça aille derrière ici, pour donner un tout petit peu de profondeur. Donc pour ça, je vais simplement la décaler un tout petit peu plus, voire avec S, qui est pour le scale, la rétrécir. Alors si je passe en mode filaire, on va peut-être voir un tout petit peu mieux ce qui se passe. Comme ceci peut-être. F12. Là on voit que ça commence. J'aimerais un tout petit peu accentuer cet effet. Boum 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 boum. F12. Bon, ça semble pas mal. On a un tout petit peu là de fil comme si ça rentrait dans le sol de notre scène. Hein. Faut pas oublier qu'on a cette scène là et qu'on veut que la sphère rentre un tout petit peu dans le sol ici ou sur les côtés. Hop, je reprends ça. Et donc, on a la sphère. Alors, je vais un peu vite. Hein. Si jamais vous avez des questions, il faut savoir qu'il y a une boîte, normalement, là, qui est en dessous. Ça demande un nom, sûrement, ça demande des choses. Et on peut me les retransmettre. Alors, il y aura sûrement un décalage, mais bon, on va faire un peu ce qu'on peut.
Donc des questions ou des effets particuliers, et je peux y répondre. Parce que finalement, hein, je vais assez vite. Mais bon, vaut mieux que ça aille vite que trop lentement. Donc j'ai ma sphère, mais alors on a un gros problème, c'est qu'elle est toute pixelisée. Et moi je fais une bande dessinée qui est un peu en haute résolution, il faut qu'elle soit imprimée, et puis bah, je peux pas me permettre d'avoir des gros pixels comme ça qui apparaissent sur l'effet. Donc on va devoir déjà enregistrer, ça serait bien. Ça m'éviterait en fait d'avoir tout à recommencer en live si jamais ça plante. Je me suis fait un petit document, un petit dossier Geekferries. Hop, je vais marquer effet 3D. Et je vais sauvegarder. Et nous y voici. Et maintenant je vais augmenter la résolution. Donc ça c'est la petite caméra qui est ici. Et là je suis en 1920 par 1080. Ce qui est plutôt pas mal pour faire, on va dire, un fond d'écran ou une résolution d'écran. Mais moi je veux une résolution un peu plus pour du print. Donc on va essayer de monter ça un peu au double. Donc, allez, moi je suis pas très bon en calcul mental. Et puis de toute façon, comme j'y vais à la louche, autant y aller à la louche. On va demander du 2500 par 3000 pixels. Que ça garde un aspect cinématique, c'est pas trop mon problème, puisque moi ce que je veux c'est uniquement d'avoir une sorte de masque. Et là, ah ça y est, on commence à avoir un peu plus de définition. C'est pas très épais, mais de toute façon ça on va s'en occuper après dans la suite. Eh ben ça me semble pas si mal que ça. Donc je fais une dernière sauvegarde. Je refais un dernier rendu. Et puis sur ce rendu là, dans Images, je vais pouvoir la sauvegarder comme une image. Et ça c'est important parce que je vais travailler après avec Krita, qui lui a besoin en fait d'images pour travailler, pour mettre en calque. Donc je vais l'appeler effet exporter. Je vais pas mettre un et parce que je suis un peu parano avec les logiciels qui prennent pas les accents français. Donc sauvegarder comme image. Et je pense que à partir de là, je vais refaire un autre sauvegarder encore, je peux fermer Blender. Voilà, donc vous voyez, Blender ça ne nous aura pas servi super longtemps, mais pour ce genre d'effet là, c'est bien pratique. Ah. Ensuite, je vais retrouver ici dans mon dossier, dans mon dossier où j'ai mon effet 3D Blender que j'ai enregistré. Là, celui qui est Blend 1, c'est un fichier de backup, je vais pouvoir le supprimer parce que je ne vais pas garder ça, autant travailler propre. Et puis, j'ai mon effet exporté ici, je peux normalement avec Krita directement le prendre et le poser au-dessus de ma scène. Krita me propose insérer comme un nouveau calque, je fais la traduction à la volée, moi je n'utilise que des logiciels en anglais, c'est bien plus pratique pour pouvoir faire le report d'erreur, le bug report, parce que je participe à ça avec ces logiciels. Donc, ou ouvrir dans un nouveau document. Nous on va directement l'insérer parce qu'on va travailler directement sur notre scène. Et voici notre petite sphère qui apparaît. Donc elle apparaît dans un coin, sur fond noir. Comment utiliser ça? Bon, déjà avec la touche T, on peut passer en mode translation, c'est-à-dire bouger. Je vais pouvoir la bouger. Alors c'est un peu lourd parce que normalement là j'enregistre, il y a la webcam qui tourne, j'ai un retour vidéo, ça c'est quand même un peu béton quand même. Donc faut pas en vouloir à mon ordinateur si là il est en train de mourir. Donc je la mets ici, au centre, et puis avec la touche CTRL-T, vous allez voir, ça prend ici la transformation. On peut tout faire par les icônes, moi je fais en raccourci clavier, c'est pas pour la frime, c'est parce que j'y suis habitué. Alors, je vais vérifier aussi s'il y a des questions. Non, il y a plein de go, go, go. Et un petit message sympa, tout va bien avec la régie. Donc je retaille, et vous voyez que Krita, quand je retaille, on voit pas grand chose. On voit un tout petit peu par transparence, mais c'est peut-être à des fois pas suffisant. Et l'astuce toute simple, c'est qu'en mode transformation, on peut aussi quand même réduire l'opacité. Alors, vous allez voir, là je transforme et ça y est, l'opacité est réduite. Donc on peut voir un peu ce qui se passe. Donc ça m'aide à l'adapter à la scène. Donc c'est simplement pour adapter à la scène que j'ai fait. J'appuie sur Entrée et ça va recalculer toute la déformation. Je vais prendre une sélection rectangulaire ici.
c'est CTRL-R le raccourci, mais bon, je vais essayer de faire quand même par les menus et par les icônes. Et je vais supprimer la bande noire là qui déporte sur les autres cases. Hein, j'ai envie que l'effet reste quand même assez local et pas qu'il aille sur les autres cases. Je fais pas non plus de la bande dessinée à réessai et un peu expérimentale où ça fuit un peu partout. Bien qu'il y ait des épisodes où je m'en amuse. Donc, mon effet, je vais le remettre à 100%. Et là, je vais vouloir un peu rendre ici l'effet un peu plus épais. Alors, pour rendre cet effet un tout petit peu plus épais, on va commencer à jouer sur des filtres et sur en fait, des manipulations d'images. Donc, je vais prendre cet effet exporté, hein, je vais l'appeler simplement effet maintenant. Ici, je vais faire CTRL-G pour le mettre dans un groupe. Le groupe, je vais l'appeler carrément FX. Alors, si je le refais mieux. Désolé, hein, c'est dans le coin, je ne sais pas si c'est petit, ou peut-être vous ne le voyez pas. Ensuite, l'effet, je le duplique. Donc j'ai une copie de l'effet qui apparaît. Et je vais le flouter légèrement. Donc, dans Blur, Gaussian Blur. Alors, le fait de flouter quelque chose, en fait, ça va, si je zoome, disperser les pixels, vous voyez, ici, sur les côtés. Et donc, c'est une bonne technique pour pouvoir, en fait, disperser et pouvoir rendre la chose un peu plus épaisse. Alors, c'est sûr, ça va être un peu moins contrasté, mais bon, on a d'autres filtres pour pouvoir augmenter le contraste à ce moment-là. Donc j'essaye de faire une bonne épaisseur. Voilà, on l'a rendue floue, elle est un peu plus épaisse. Et là, je vais appeler un autre filtre d'ajustement. Donc Adjust. Et on va aller dans un Brightness and Contrast Curve. Une courbe pour le contraste et la luminosité. Alors, je vais mettre les pixels blancs hein, qui sont symbolisés ici, donc de ce côté-là. Je vais les rendre tous super blancs, c'est-à-dire que là où il y avait des gris un peu avant, je vais leur demander d'être plus blancs. Et là où il y avait des gris foncés, je vais leur demander d'être carrément noirs. On va faire même comme ça, à mon avis, ça sera encore mieux. Voilà, et là vous allez voir que je vais retrouver en fait du contraste et que ça va m'épaissir ma grille. Alors bon, on peut jouer pour trouver un setting un tout petit peu meilleur ou un peu de meilleure qualité. Par exemple, celui-là me convient un peu mieux parce que là, il n'y a plus les nœuds qu'il y avait ici et puis des fils, mais il y a une épaisseur qui est plus régulière. Moi, je vais garder ça. Donc, on est passé de ça à ça. Et puis, on va garder un peu le côté un tout petit peu brillant, là, un peu néon. Moi, j'aime bien parce que ça va faire partie de l'effet. Alors, tout ça, par rapport à notre filtre original, je ne sais pas si on l'a, voilà, ici, eh bien, il est un tout petit peu, là j'avais gardé des nœuds quand même. Peut-être que là j'étais un peu fort sur le contraste. Je vais faire CTRL-Z. On va le rappeler, hein. On va faire Adjust Brightness and Contrast Curve. Pour retrouver notre setting d'avant, hein, notre paramètre d'avant sous Krita, on peut ici avoir le Last Used, c'est-à-dire celui qu'on a utilisé juste précédemment. C'est bien pratique, comme ça quand on a envie de se reprendre. Et là, je vais le baisser un petit peu pour essayer de retrouver un petit peu l'effet que j'avais eu sur l'épisode. On va essayer d'être quand même fidèle. Non, un petit peu comme ça. Voilà, là, on va avoir un compromis entre l'épaisseur et d'avoir les noyaux. Alors, je vais encore l'avancer un tout petit peu pour avoir un tout petit peu plus d'épaisseur et avoir ces noyaux de jonction. On commence à avoir cet effet d'optique hein, si je zoome, où on a l'impression qu'il y a certains points à la jonction qui sont noirs et qui clignotent. C'est assez dérangeant, hein, mais bon, ça fait partie de ce genre d'effet optique qu'on cherche aussi pour avoir un effet magique un peu gratos. C'est-à-dire que quand on va regarder à la case, ben, ces effets-là vont rester quelque part un petit peu, et puis on va avoir une impression de scintillement en le regardant, alors que en fait c'est simplement les yeux qui n'arrivent pas à trop calculer ce qui se passe. Donc, on est passé de quelque chose qui était un peu filaire et un peu morne à ça. Mais maintenant, il manque un effet, c'est les zigouigouis. C'est-à-dire qu'avant, c'était un peu plus flottant, comme si elle était fait un peu d'eau. Et pour ça, je passe par un autre effet, donc je vais sauvegarder quand même. Ça serait nul de retourner là. Je vais faire une version à part de la page, que je vais appeler Geek F.
Ce sera la version alternative, comme je refais l'effet. D'ailleurs, je vais peut-être changer la couleur, hein, histoire de dire que je fais une version alternative complètement différente. Et je vais appeler Gimmick. Alors Gimmick, c'est une collection de filtres qui arrivent en plugin de Krita et aussi de GIMP. Vous pouvez le retrouver dans beaucoup de logiciels maintenant, et ça va aller, à mon avis, en s'améliorant, puisque Gimmick propose comme 300 filtres, quelque chose, donc beaucoup de logiciels ont intérêt en fait à l'utiliser plutôt que d'avoir leur propre collection de filtres, car ça leur permet en fait d'avoir tout de suite beaucoup de possibilités et d'avoir aussi une équipe qui ne travaille que dessus, que sur cette partie du logiciel. Donc je vais tous les ranger. Là j'ai une petite icône, elle est derrière ma caméra, alors je vais tourner ma caméra en off, rien que le temps, et là j'ai une petite icône qui me permet un peu de demander à tous les sélectionner, et puis j'en ai une autre qui me demande là de tout ranger. Comme ça j'ai toutes les catégories qui apparaissent, et je vais demander à la catégorie déformation, et dans déformation je vais aller dans Wave. Alors Wave, non, je me trompe toujours entre Wave et Water, parce que je sais que ça a un rapport avec l'eau, et c'est Water. Donc Water fait ces petites déformations, que j'aime bien. En amplitude, je vais l'augmenter à C, parce que bon, on a quand même un effet qui est en haute résolution, et je vais surtout mettre beaucoup de adoucissant, c'est-à-dire de la smoothness. J'ai un niveau de traduction d'anglais qui est terrible. Et là, on va pouvoir voir justement cette petite vague qui va faire qu'on va avoir cette tension un peu créée par de la magie, du moins dans mon univers, hein. Après, vous êtes libre, si vous aviez bien aimé le côté de Wave, justement, qui fait ce genre de zigouigoui, autant l'utiliser. Il y a beaucoup de déformations hein, disponibles dans Gimmick, hein, donc c'est ouvert à la création. Moi, j'aime bien Water au-dessus des mèches 3D avec justement cet effet un tout petit peu glow, parce que ça va me faire cet effet-là, un peu de magie, de cage magique. Donc, je presse OK là-dessus. On va laisser l'ordinateur calculer. Je trouve que ça a été bien vite, mais bon, hein, on va pas s'en plaindre. Et à partir de là, je commence à avoir donc un effet de cage magique, mais j'ai toujours le noir, hein, on voit toujours pas mon personnage. Alors pour ça, maintenant, mon ancien calque de la 3D d'avant, je peux m'en séparer. Je pense qu'il ne sera plus d'un grand effet. Je vais garder celui-là et je vais demander donc à Krita maintenant de transformer tout ce qui est noir, voire tout ce qui est gris dans les pixels, et de transformer ça en du transparent. Donc je vais dans Filtre, je vais dans Adjust, non c'est Color to Alpha. En fait je cherche celui-là, Color to Alpha, ça permet de transformer une couleur en transparence. Donc Color to Alpha, par défaut, le filtre propose de transformer du blanc, parce que en art, bien souvent, on veut retirer le blanc du papier pour garder que ces lignes noires. Donc, c'est un peu la couleur par défaut qu'il faut. Je vérifie s'il y a des questions un tout petit peu, parce que j'ai la page où il y avait un petit chat pour interagir avec l'équipe qui a planté. Oui, il y a des questions. Donc, Mars Monde, cool David, pas grave le lag, merci. Et puis merci aussi pour toutes les interactions sur Mastodon, c'est super. Frémo, salut David, pourquoi n'utilises-tu pas les calques de réglage plutôt que les filtres appliqués directement? Merci pour le partage. Eh bien parce que j'aime beaucoup travailler de façon destructive, c'est-à-dire je n'ai pas besoin de revenir sur mes pas pour pouvoir reprendre le calque. J'utilise les calques de réglage dynamiques. Alors un calque de réglage dynamique, je l'utilise bien souvent, c'est pour pouvoir... quand je veux retoucher l'image, et ça je l'utilise à la fin sur le dessus pour pouvoir refaire le contraste ou la luminosité. Par exemple, ça me permet de revenir sur ma painting, mais alors dans les effets on va dire premiers, ça me ferait trop une pile d'effets sur effet, et puis j'aurais un ordinateur qui serait à genoux. Peut-être qu'avec des meilleures performances, j'utiliserais un workflow totalement dynamique en fait. Donc merci vraiment pour cette question. David Schumperle, qui est l'auteur de tous les filtres Gimmick. Pourquoi il n'y a pas un filtre tout fait dans Gimmick pour faire cet effet? Eh ben, moi je te dis, on y travaille la semaine prochaine dessus, alors pourquoi pas? On pourrait l'appeler peut-être Pepper et Carotte Magic ou quelque chose. Ça pourrait être un effet déformant qui pourrait être sympa. Mais merci d'y passer sur le chat, ça fait plaisir. Donc, voilà, j'ai fini avec les questions. Si vous avez des questions, je vais remettre ma petite webcam.
c'est en bas, hein, vous avez un champ normalement sur la page de Geek Ferris pour pouvoir faire ça, et puis je vais m'interrompre à peu près comme ça toutes les 10 minutes pour pouvoir répondre à vos questions en direct, enfin en léger différé, parce que moi je vois un peu ce qui est en train de se faire, c'est un léger différé. Donc on revient à notre Color to Alpha, on voulait en fait transformer le noir de notre calque en fait en transparent. Donc par défaut il était réglé en blanc ici, et je vais le mettre en noir. Et ainsi on n'a plus que la cage qui apparaît, hein. On n'a plus que cette cage. Donc je mets OK, j'accepte, et on va récupérer donc que nos lignes blanches. Alors là on a un petit problème, c'est que par rapport à l'effet, pour avoir un effet néon, on doit garder le cœur. Alors je vais essayer de zoomer un peu, même si c'est pas très joli de zoomer une page web pour les pixels, mais comme c'est une vidéo, je pense que ça va pas trop se voir. On va avoir le cœur un peu plus blanc et les bords un tout petit peu plus colorés. Et alors pour ça, il y a plusieurs solutions. Alors d'ailleurs, j'aurais pu le faire avec un nouveau filtre. Ça aurait été intéressant d'ailleurs. Je vais vous montrer parce que hier et avant-hier, justement, il y avait David Schumperle qui était là sur les questions et on a travaillé un nouveau filtre gimmick, donc on va l'utiliser. C'est quelque chose que je n'ai pas utilisé pour faire l'effet de base, mais ça vaut le coup. Donc je refais CTRL-Z, on va pas faire Color to Alpha maintenant, on va profiter en fait que nos lignes ont du blanc, ont différents niveaux de gris, pour pouvoir transformer chaque niveau de gris en une couleur et le niveau de blanc en une autre, avant de se débarrasser du noir. Donc, je sauvegarde, on va toujours éviter les plantages en direct. Même si Krita ne plante pas, mais là, il y a des conditions un peu particulières, le micro, un peu tout, bon, je fais ce que je peux. Filtre, on va retourner dans Gimmick. Je vais revirer ma petite caméra afin qu'on puisse avoir accès au bouton. Donc ça, c'est un filtre qui est assez récent, et vous allez pouvoir l'avoir en appuyant sur la petite touche rafraîchir qui est ici dans la dernière version de Krita Stable, c'est-à-dire la 3.3.3. Une fois que vous avez appuyé là-dessus, Gimmick va vous dire on a tous les nouveaux filtres, et comme c'est un filtre qui a été fait hier, avant-hier hier, eh bien c'est un peu important de le faire. Donc dans couleur, vous allez avoir ici le Equalize HSI, HSL, HSV. Alors ce filtre-là permet d'avoir ici black, near black, donc noir, près de noir, dark gray, gris foncé, et de pouvoir s'amuser à recoloriser les parties de l'image comme ça. Donc on va prendre near black, et puis on va lui donner un petit peu de couleur, et vous allez voir que là je vais avoir ceux qui étaient un peu near black, je vais pouvoir les teinter. Alors par défaut, hein, la couleur c'est le rouge, qui est tout au milieu. Si je peux aller un peu plus dans les jaunes peut-être, parce que j'avais dit que je ferais un effet qui serait d'une couleur un peu différente, comme ça, et puis on va les teinter légèrement, tous les gris. Alors, il y a un effet de bande, et c'est totalement normal parce que on va pouvoir mettre ici un paramètre pour avoir le dégradé entre les bandes, et comme ça je vais pouvoir garder les cœurs un peu plus blancs. Mais bon, on va s'amuser un tout petit peu dans les highlights, à colorier un tout petit peu ça aussi de façon un peu rouge. Ça peut être très sympa. Voilà, on va zoomer en arrière. Donc là, ça permet de donner une couleur tout en gardant les cœurs un peu blancs. Comme ça, on a des sursauts d'énergie, hein. Si je veux le faire de façon plus bleue, par exemple, j'aurais qu'à ici mettre les sliders de ce côté-là. Et puis là, je peux mélanger un peu du jaune et du bleu, par exemple. Donc ça permet de recoloriser des choses en gris, mais pour ce genre d'effet-là, voilà, ça peut être très intéressant. Bon, je vais essayer de le faire bien, parce que sinon ça va pas être très concluant. On va mettre la saturation assez forte vu que c'est de la lumière. Là, ça me semble pas mal du tout. On a un effet presque cage de feu. Un peu jaune. Je vais peut-être un peu le baisser ici pour aller un peu plus dans les violets pour correspondre à la scène. Comme ça. Et je vais appliquer le filtre. Ah, celui-là demande un petit peu plus de travail.
et va apparaître sous Krita, voilà. Donc on a bien notre effet néon avec nos cœurs qui sont un peu plus blancs. Et là, ça me correspond un peu mieux comme effet. Et là, on va pouvoir donc maintenant virer le noir. J'avais besoin parce que sur les images avec une transparence, bien souvent les filtres ne se comportent pas pareil. Mais ça, c'est un peu un problème, donc je préfère les garder en pixels sur fond noir, bien souvent, ces effets. Et je vais aller dans couleur sur alpha, et je vais appliquer le noir. Alors là, je vais avoir peut-être des effets un peu où mes couleurs vont un peu être mangées parce que ça va vraiment essayer de prendre tous les pixels sombres et de les transférer en alpha. Donc je vais peut-être réduire un tout petit peu la tolérance pour essayer d'avoir un tout petit peu plus de pixels. Voilà. Quoique là j'ai un petit effet un peu plus sombre sur le bord. Donc je vais passer, on va dire, à 92. Alors ça c'est des petites choses subtiles. Je ne sais pas si ça se voit même avec la webcam. Mais bon, en fait, tous les effets dans ce genre de choses sont faits un peu d'effets subtils, donc bon, c'est un peu une déformation professionnelle de les regarder tout le temps. Et voilà, là j'ai ma cage, mais elle a un problème, c'est qu'on a l'impression qu'elle est dessinée, peinte sur le dessus, et elle n'interagit pas trop avec le pixel du fond, avec le personnage en fait. Moi je voudrais vraiment que ça apparaisse comme de la lumière. Alors pour ça, on va utiliser simplement un blending mode, c'est-à-dire un mode de fusion. Et là je vais le mettre sur le groupe de l'effet directement. Par exemple le color dodge. Alors le color dodge ne fait que éclaircir les pixels et en plus va accentuer la saturation. Donc c'est un bon filtre pour faire tous ces effets un peu magiques, un peu de lumière. En autre mode de fusion, vous avez le mode addition qui aussi fait un bon travail mais qui éclaircit beaucoup. On va peut-être garder le addition, il est sympa, et puis je vais simplement réduire un tout petit peu la luminosité. Donc on va, si je suis sur le groupe, on ne va pas pouvoir sélectionner, on va revenir sur le calque avec notre cage. Filtre, ajuster, HSV ajustement. Là, comme ça, on peut par exemple réduire un tout petit peu la lumière et retrouver avec le addition justement une interaction où là, voilà, quand ça passe sur les cheveux, on voit qu'il y a un changement sur la bouche, sur tout ça, voilà. Donc, on a cette cage, elle fait l'effet. Il manque simplement maintenant encore un glow, c'est-à-dire que il faudrait que ça brille encore un tout petit peu plus, et pour ça je vais simplement la dupliquer. Et bah là je vais faire un effet qui est vraiment bateau, c'est-à-dire que je vais faire un flou. Alors, là justement on peut y aller un peu plus franchement. C'est de la lumière, hein, ça interagit avec la lentille de la caméra, qui n'est pas du vert pur, donc de toute façon ça a tendance à faire un tout petit peu des petites aberrations autour. Et c'est un peu ces petites aberrations que l'on voit, hein. C'est comme quand on a les yeux un peu mouillés et que tout d'un coup on regarde un lampadaire, on voit directement ces auras un peu autour. Eh bien c'est parce que en fait ça interagit avec la grosse couche d'eau qu'on a sur l'œil ou quelque chose d'autre, hein. Si il y a un opticien qui écoute et qui dit mais qu'est-ce qu'il dit? C'est un peu comme ça que je me représente les choses, et en tout cas ça fonctionne. C'est que j'ai vu que c'est des choses qui dans la vraie vie ne marchent pas, mais en vidéo, en caméra, ça marche. Donc pour avoir un effet cinématique sur une bande dessinée, c'est assez intéressant de les reproduire. Donc voilà, je suis passé de ça à ça. Donc là, on commence à avoir l'effet. Simplement, dans la bande dessinée, il y a encore quelque chose d'autre, c'est que pour mieux voir le personnage, je vais remettre le zoom normal, eh bien, j'ai gommé certaines parties. Alors pour gommer ces parties-là, je vais utiliser un masque. Alors avant d'utiliser le masque, je fais encore une pause un peu pour regarder les messages que l'on m'envoie. Hop, je vais remettre la webcam d'ailleurs. Alors, Marsmonde qui dit que filtre Equalize HSI HSL est en live cool. Je n'avais pas encore eu le temps de le tester, tu m'as convaincu le test au plus vite. Ah ben merci, c'est super. Parce que justement, si ça peut encourager ce genre de stream à utiliser des choses nouvelles, ben, ça aura une utilité. Et David Schumperle, encore l'auteur et le créateur des filtres Gimmick. Utilisez le filtre qu'on vient de faire hier en live. Tu as fait ma journée. Mes enfants regardent avec des yeux ronds maintenant. Bah, tes enfants peuvent être très fiers parce que c'est un très très beau filtre. Et je te remercie pour avoir passé la journée de vendredi à le faire. C'est super sympa et puis on a travaillé ensemble, c'était super. On a passé un bon moment et ça nous a aussi fini bien la semaine. Alors, je reprends. On va faire maintenant le masque. Alors le masque, le but du masque, c'est de voir un peu mieux Carotte, le personnage de ma bande dessinée qui est le chat, et Pepper, la petite sorcière.
hein. Si vous ne les connaissez pas encore, hein, c'est quart d'heure pub, c'est ma bande dessinée en ligne Pepper et Carotte. Voilà, ça c'est fait. Donc pour faire un masque, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà en fait demander à l'effet, hein, d'être sur un seul calque. Ça va me faciliter la vie, je vais pouvoir masquer non pas le contenu d'un groupe, mais en fait masquer un seul calque. J'aime bien travailler avec un minimum de calques, d'ailleurs si vous aviez vu, hein, là c'est, quand je remets comme ça, c'était les sources de la bande dessinée originale, et je ne garde que pour archiver mes sources que très peu de calques. Ça c'est parce que ça prend moins de place, c'est plus propre, et puis parce que avec très peu de calques, on peut toujours reprendre une image, hein. Je ne suis pas vraiment parti pris pour les images à 30 000 calques. Il y a peut-être aussi les performances qui font ça. Si j'aurais peut-être les meilleures performances, je le ferai. Donc, je remets mon effet. Je vais transformer mon groupe en un calque. Alors pour ça, on clique droit sur le groupe et on va faire Flatten Layer. Donc c'est un groupe, mais bon, ça veut dire aplatir, hein, le calque. Donc je l'aplatis, et là ça va faire FX Merged. Donc ça veut dire merger, enfin, le mot n'existe pas en français, mais je veux dire, ils sont agrégés quelque part. Je sais pas vraiment le mot. Immergés. Alors, voilà, on a un seul calque, et là je vais créer, ajouter, alors, un Transparency Mask. Donc c'est un masque de transparence, d'opacité. Hop. Et quand je vais le créer, il va y avoir un petit calque qui va s'ajouter en dessous, hein. Le concept va paraître un peu normal pour pas mal de personnes qui ont déjà fait de l'édition photo, mais je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas. Donc ça fait un petit calque blanc qui apparaît, et tous les pixels blancs qu'il va y avoir sur ce calque vont dire on met pleine opacité sur le calque qui est ici, lié avant. Et donc, si on met des pixels noirs sur ce calque-là, par exemple si je fais une sélection carrée et que je la remplis avec Edit Fill with Foreground Color, 2 pixels noirs, hein, je vous montre, hein, là il y a un carré noir dessus, et bien tout d'un coup, ça va complètement disparaître. Alors pourquoi je fais ça avec un masque et pas avec la gomme? C'est parce que c'est difficile à doser avec la gomme, parce qu'on gomme, on ne peut pas revenir en arrière. Avec le CTRL Z un petit peu, mais c'est un peu difficile. Alors que là, si je prends un pinceau et ma tablette, et que je commence simplement à raser une partie, si je prends du blanc, eh bien je vais pouvoir la retrouver. Et ça, c'est pas mal, parce que ça me permet de doser l'effet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais re-remplir tout en blanc, pour tout revoir, et je vais reprendre simplement maintenant un pinceau gris, et je vais commencer à gommer là où la caméra, on va dire, avait une sorte de raccourci, hein. C'était un peu un effet, un peu comme dans les jeux vidéo, où il y a certains effets qui disparaissent quand il y a la caméra qui s'approche, pour laisser, on va dire, plus de place à la narration. Parce que le but est quand même de raconter une histoire, pas d'être exact scientifiquement. De toute façon, si on commence à faire une bande dessinée sur les petites sorcières en voulant être exact scientifiquement, il risque d'y avoir des problèmes assez rapidement, hein, je peux vous le dire. Donc voilà, là, on va peut-être laisser une jambe comme ça visible. Et puis, on va faire quelques absences. Ici, là. Alors, je vois que je n'ai pas de nouvelles questions. Donc n'hésitez pas, hein. Toujours la boîte en bas, hein, si vous venez d'arriver, et s'il y a des questions. Il faut savoir que je suis en avance sur mon temps. On va avoir encore une trentaine de minutes pour explorer d'autres effets. Donc n'hésitez pas à poser des questions spécifiques que je puisse répondre, ou faire peut-être une idée de démo qui suivrait. On doit être ensemble normalement jusqu'à 17 h, et d'après ma petite horloge ici, il est 16h16 actuellement. Et grâce à ça, vous allez pouvoir voir le lag qu'il y a entre moi, ce que j'enregistre, et ce que vous recevez. Peut-être que vous allez recevoir ça à 16h20, je sais pas. Non, je pense pas, je pense que c'est 30 secondes. Vous allez recevoir ça assez vite. En tout cas, je pense bien que cet effet-là, je vais... Bon, s'il y a un filtre gimmick qui va se créer sur son sujet, dans ces cas-là, je ferai peut-être pas un tutoriel complet dessus, mais ça me tente bien de refaire sur la chaîne YouTube un tutoriel en anglais
pour toute l'audience anglophone, connaître comment on fait ce genre d'effet. Parce que ça fonctionne aussi bien sûr avec des cylindres, avec n'importe quoi, et je fais beaucoup d'effets magiques comme ça dans Pepper et Carotte. On peut en retrouver, dès qu'on voit Pepper qui met sa main comme ça et qui commence à faire un effet magique. Bien souvent derrière il y a soit des lignes blanches que j'ai dessinées avec des outils et que je transforme de cette manière-là, ou soit du Blender directement. Donc ici là sur le tapis, on va faire un petit peu. Donc, ça demande de se concentrer et de jouer au jeu. Qu'est-ce qu'on voit qu'on pense qui est fake dans cette image, et puis de commencer à jouer un petit peu avec. Comme c'est un effet, ici on va voir notre masque, mais comme c'est un effet qui est sur raster, c'est-à-dire en pixels maintenant, enfin, il a toujours été, on peut le voir là, le calque. D'ailleurs là vous voyez en fait sur le calque, il y a une bande noire tout autour. Cette bande noire, c'est en fait, elle n'est pas visible, elle doit être derrière, cachée là, sur les bords de l'écran. Si on veut les retirer, quand on est agacé par ça, sur ce genre de preview là, il suffit d'aller dans Images, et alors trim to image size, c'est-à-dire que ça va couper, recadrer tous les calques à la taille de l'image, et tous les pixels qui sont en dehors, on va s'en séparer. C'est aussi un bon moyen de rendre les fichiers plus légers. Voilà, là je l'ai fait par exemple. Donc il y a tous les calques qui se sont mis à recalculer, et puis voilà, là j'ai mon calque qui est complètement débarrassé, complètement propre. Là c'est un effet normalement qu'avec la touche T, c'est-à-dire pour bouger, je peux le bouger à volonté ou le réutiliser quelque part d'autre. C'est propre, c'est sur un calque. Donc si j'ai envie de me débarrasser du masque, je peux faire un clic droit, et aussi donc le merger, c'est-à-dire faire un flatten layer. Mais bon, j'aime bien garder quand même un minimum d'infos. Garder le masque, c'est pas mal. Même si dans la version finale, alors voici la version finale, j'avais utilisé un mode de fusion screen, donc un peu plus doux. J'avais fait une cage un tout petit peu plus douce dans la version finale. La version que j'ai fait aujourd'hui, elle est un tout petit peu plus costaud, un tout petit peu plus flashy. Quelque part, je la préfère. On va voir, peut-être que ça sera... Peut-être que je vais la mettre dans le comic officiel, comme une amélioration. C'est à voir. À force de refaire les effets, bien souvent on les fait mieux les fois suivantes. Et puis surtout là j'ai utilisé un filtre que j'avais pas à ce moment-là pour recoloriser, et c'est vrai que c'est pas mal. Ça fait des beaux petits effets. D'ailleurs là je viens de voir que la brosse que j'ai utilisée pour faire le masque, elle avait un peu un grain. Quand on zoome, c'est pas très très joli, c'est pas très très élégant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais adoucir mon masque. Alors là on est quand même sur un masque de fusion, on va demander un filtre. Ça me semble assez risqué, je vais faire une petite sauvegarde. Je suis pas parano, mais bon. Surtout en stream, j'ai eu pas mal de crash. C'est un peu l'effet des présentations Microsoft où c'est au moment de faire le stream que tout part à volo. Donc je préfère y aller toujours avec beaucoup de prudence. Voilà, 5 pixels pour blurrer simplement. Ça ne va même pas détruire notre effet, ça va simplement adoucir notre masque pour pouvoir défaire ces aberrations. Hop, je clique sur OK, et là, voilà, là c'est beaucoup plus joli. On a un effet. J'aurais peut-être dû gommer avec un aérographe en fait, aérosol, j'allais dire. Aérosol, c'est plutôt ce qu'on utilise dans les toilettes pour pouvoir faire que ça sent bon. Enfin là, je m'égare. Donc l'effet est fini. On peut toujours l'agrémenter un tout petit peu de petites touches. Alors là en fait je viens de galérer parce que simplement j'ai eu un changement de position de mon chat qui a voulu squatter sur le clavier. Vous pouvez le voir en... Donc c'est avec ça que je me débattais. Et là il est en train de chasser le câble de la webcam, donc si vous voyez la webcam tomber, c'est totalement normal. Donc si je zoome, et si j'ai envie de reprendre une des couleurs qui est ici, vous allez voir que si je prends la pipette, je vais directement en fait avoir la couleur fusionnée du fond avec mon calque. Et en fait, c'est pas cette couleur-là que je veux, mais c'est rien que la couleur. Si je fais isoler ce calque, c'est rien que la couleur de ce calque, du calque de l'effet, si j'ai envie de rajouter moi-même des choses dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais
faire la pipette, donc c'est CTRL la pipette, hein, mais je vais rajouter le modifieur Alt sur le clavier, c'est une autre touche à côté. Et là, je vais avoir une toute petite pile de calque. Je ne sais pas si elle est très visible à côté, mais avec ça, je vais pouvoir dessiner uniquement, enfin, prélever la couleur uniquement sur le calque qui est actif, c'est-à-dire les effets, et non pas toute la pile. C'est une des fonctionnalités que j'aime bien, ça, dans Krita. Et je vais pouvoir, donc, du coup, avec un aérographe pas trop fort, hop, je vais pouvoir rajouter des petites choses, des petits détails. Je peux utiliser la gomme E pour retirer. Voilà, des petits grains d'énergie ici et là. Hop. Je vais passer avec un autre espace de travail. J'en ai pas mal. Dans Krita, vous avez cette icône là dans le coin pour pouvoir réagencer les palettes sur les côtés et pouvoir sauvegarder des dispositions. Moi, j'ai ma disposition 2018 pour dessiner qui est là, mais j'ai ma position par défaut qui est là avec un meilleur sélectionneur de couleurs. Donc, ça va me permettre un petit peu, maintenant que je sais quel type de couleur ça utilise, de rajouter des petits points, de rajouter des petits détails pour l'effet néon. Ah, des fois, voilà, ici et là. Après, c'est libre à son perfectionnisme, hein. On peut aussi compléter l'effet par des choses complètement manuelles, mais ça, bon, vous l'avez deviné, hein, je ne vais pas rentrer là-dedans. Si vous voulez faire des visages et tout, il y a toujours moyen de le faire en manuel. Bien sûr, on est sur un logiciel de painting et c'est l'intérêt. Donc ça, c'était pour toute la démo, hein. On a presque passé 40 minutes dessus, sur l'effet magique, et je vais un peu regarder les questions. Si vous avez maintenant des idées un peu de sujets, sinon je vais passer à d'autres sujets, hein, qui me tiennent à cœur, comme refaire un dessin par exemple, ou bien parler d'autres choses, sur d'autres effets sur les pages, puisqu'on est sur Blender par exemple, et sur Krita. Donc, sauvegarde. Alors, il y a de hashtag par anneau. Quel temps minimum entre chaque sauvegarde? Ça vraiment, ça dépend du temps de confiance, hein. Normalement, il y a donc dans Krita, ici, configure Krita, si dans le général, quand les settings s'ouvrent, hein, quand les paramètres s'ouvrent, il y a dans autre, dans le dernier onglet, l'autosave. Et là, moi, je l'ai sur 10 minutes. Donc, j'ai toujours ce filet de sécurité qui est derrière. Si ça crache, eh bien, il y a Krita qui m'aura sauvegardé un fichier. Par contre, moi, c'est vrai que j'essaye de sauvegarder, en fait, pas en fonction du temps, genre toutes les 2 minutes et de regarder l'heure en haut, mais dès que je sens que je commence à faire quelque chose qui est un peu plus sensible, c'est-à-dire dessiner sur un masque, utiliser un nouveau filtre que je connais pas trop, faire des gros coups de brosse ou des choses, ou quand je pense que j'ai vraiment bien travaillé. Par exemple, je dessine une main et puis je pense qu'elle est vachement bien faite, je me dis ça serait bête là si ça crachait de tout perdre, donc c'est à ce moment-là que je vais sauvegarder, et c'est un peu instinctivement, hein, le CTRL S sur le clavier, ça se fait assez vite normalement. Donc d'autres de hashtag Lovecat, ton chat n'a manifestement rien à envier à Carotte. Eh ben oui, hein, là je peux pas le cacher, c'est Carotte, c'est ni plus ni moins qu'un hommage ou une sorte d'inspiration de Nouti. Alors je vais essayer de vous montrer sa tête. Hein? Tu dis bonjour? C'est pour le stream. Moi je sais, c'est petit un peu d'utiliser son chat comme moyen pour attirer dans un stream, mais bon, il est toujours avec moi, c'est ce que j'appelle mon petit assistant. Ah, pardon, hein, parce que je me suis éloigné du micro, j'ai presque l'impression que tout le monde m'entend en fait dans toute la pièce, mais pas trop l'habitude de parler dans un micro non plus. Donc oui, c'est le petit assistant ici, et puis bon, c'est une petite compagnie, hein, qui est vraiment sympa. Donc je reçois des messages, hein, de remerciements pour la démo, et donc je vais passer maintenant à autre chose, hein, c'est à mes settings un peu pour faire du sketch, c'est-à-dire pour dessiner un personnage et comment je fais un personnage. On a un peu le temps, et voilà, je pense que ça peut être profitable, vu que j'ai pas vraiment de suggestions de nouveaux contenus, hein, j'improvise, et je suis content que ça se fait assez vite finalement. Je pensais que ça allait prendre un peu plus de temps pour cet effet-là,
Mais finalement, la partie Blender était assez rapide. Donc, je sauvegarde ça. Je vais le mettre comme ça en réduit. Hein. Je vais le garder dans un coin. Et puis, je vais me faire un nouveau document. Alors, ça laisse un tout petit peu faire une petite visite de mon système et de la façon dont j'ai installé Krita. J'ai mes propres templates. Vous savez que dans Krita, vous avez fichier enregistré comme template et vous pouvez faire des petites des documents par défaut. Donc, j'ai simplement des feuilles ici, dont une qui a un fond gris. Donc, je vais la prendre. C'est une grande feuille. Grande, bon, elle fait 4000 pixels sur 2600 pixels. Moi, j'estime que c'est grande par rapport aux qualités du processeur ici, mais bon, ça peut être petit, par exemple, pour les gens qui travaillent sur des grosses résolutions. Ça me permet en tout cas de remplir tout mon écran ici, quand je suis à 50% du zoom, de remplir tout l'écran de ma feuille blanche. Et ça, c'est important pour moi, c'est un peu pour avoir le côté immersif, tout en ayant des petites marges, si jamais je vais en dehors de l'écran, hein, pour pouvoir étendre mon dessin. Donc je centre mon dessin, je suis à 50% du zoom. Et puis, ce que je vais faire, c'est que j'ai aussi dans ce template simplement un calque, un groupe qui s'appelle Drawing, hein, pour le dessin, qui lui est simplement en mode Multiply à 70%. Alors si je dessine avec un calque normal dans un groupe qui est déjà à 70% en mode Multiply, eh bien, c'est pour la bonne raison que, je vais vous montrer, quand je prends un crayon et que je me mets, alors là, vous allez me voir regarder vers le bas, puisque je vais être en train de regarder la Cintiq pour pouvoir voir ce que je fais. Et là, je vais simplement faire des patates, par exemple, un peu en volume. Eh bien, quand je donne plusieurs coups de crayon, alors que j'ai du noir sélectionné, le fait que ça soit dans un groupe à 70%, je ne vais jamais avoir, même si je fais des hachures, je ne vais jamais avoir de noir qui va apparaître. Et ça, pour moi, c'est assez intéressant parce que ça va me rappeler beaucoup plus le crayon, hein, le crayon de papier, le crayon de bois. Quand vous commencez à griffonner avec, eh bien, vous avez rarement un noir aussi profond que si vous travaillez avec l'encre. Et moi, j'ai un peu besoin de ça avec mon cerveau pour avoir l'impression de dessiner comme sur du papier. C'est-à-dire de me recréer les conditions de crayon. Donc, j'utilise aussi un blanc qui n'est pas très blanc de papier, hein, vous avez vu, c'est un gris. Je pense que si je prends la pipette, ceux qui voudront le reproduire à la maison, pendant longtemps j'ai utilisé un qui s'appelait le C0, C0, C0 parce qu'il était pratique à retenir, coco, hein, c'était facile au niveau hexadécimal à retenir. Ça me faisait un gris qui était comme ça, normalement un peu plus foncé et plus froid, mais qui était pratique à retenir. Celui-là, voilà, il est un tout petit peu plus jauni. Il est il s'appelle le E3E1DF. Là, c'est pas du tout mémotechnique. Mais bon, il fonctionne bien parce que quand je regarde la Cintiq avec ça, j'ai pas l'impression d'avoir des phares de bagnole qui sont en plein dans ma tête. Et puis, c'est un peu plus reposant pour les yeux. Et puis, bon, c'est bien que sur les écrans LCD, il y a un rayonnement un peu bleuté qui est un peu nocif, qui est pas mal nocif même pour alors si je mets le micro à côté, je vais régler le micro. Mais qui est assez nocif, ce rayonnement bleuté pour les heures de sommeil. Donc j'essaye comme ça de filtrer un tout petit peu ici. J'aime pas utiliser les filtres comme Nightlight, hein, vous savez, ce sont des sortes de logiciels qui vous diminuent un peu toutes les couleurs de l'écran, mais ils ont un problème, c'est qu'ils détruisent aussi toute la calibration des couleurs. Et ça, si vous travaillez avec les couleurs de nuit ou de ça, c'est un peu difficile d'avoir un environnement qui se baisse la lumière avec Nightlight. Ça c'est bien pour les développeurs, les codeurs, mais pour les dessinateurs, vaut mieux garder ces couleurs. Donc il y a des petites astuces comme ça qui permettent de ne pas avoir trop de ce rayonnement bleuté qui a tendance à retirer les heures de sommeil. Donc qu'est-ce que je vais dessiner? Pour l'instant j'ai une belle patate, ça ne va pas trop vous parler. Je vais commencer sûrement par faire un petit visage ou quelque chose. Alors, ce que j'aime bien commencer, c'est avec un pinceau un peu plus gros, à 50%, et c'est uniquement à construire, comme des objets 3D, mes personnages. Alors pour ça, je les imagine en fait, à ce moment-là, alors ça va peut-être pas parler aux plus jeunes d'entre vous, mais
Vous savez, il y a eu des consoles, les premières consoles 3D qui faisaient beaucoup de personnages en bloc. C'est-à-dire, il y avait par exemple la première Lara Croft sur PlayStation, par exemple, qui était complètement pixelisée, complètement pleine de polygones. Eh bien, c'est comme ça que je vais déjà m'imaginer ma scène, un peu pleine de polygones, un peu comme si c'était sur la fameuse Nintendo 64. Donc, je vais placer mes épaules, je vais placer le corps, par exemple. Et je vais déjà pouvoir corriger plein de problèmes proportionnels, des problèmes de tenue générale. Il y a la touche M du clavier, hein, qui permet d'inverser ce que l'on y voit, qui est vraiment pas mal pour pouvoir... en fait, ça triche avec le cerveau parce que le cerveau a tendance à s'habituer quand on regarde un dessin dans une position et on ne voit plus trop ses défauts. Dès qu'on appuie sur M, et tout d'un coup, ça rafraîchit, le cerveau a l'impression de voir un dessin différent et puis le sens critique se réveille très fort. Donc ça, c'est un bon truc et c'est pour ça que des logiciels comme Krita ont la touche M sur le clavier bien en évidence, enfin fait par défaut. Comme ça, vous pouvez, d'entrée de jeu, avoir ce genre d'effet. Donc là, ça m'a permis de voir, par exemple, l'oreille était un peu éloignée. Voilà. Là, je fais les autres mèches. Donc je vais faire le personnage de BD que j'ai actuellement, qui est Pepper. Son chapeau, qui a un volume assez complexe. Et donc je fais ces petites choses. Alors, ça paraît tout moche comme ça, mais c'est les fondations d'un dessin. Quand je fais du dessin traditionnel, c'est-à-dire sur papier, j'ai tendance à le faire avec un crayon plus léger. Voire je prends un crayon bleu ou quelque chose. Mais c'est un devoir un peu de faire ces fondations parce que c'est très dur de prendre le crayon ensuite et avec des mauvaises fondations, de faire un dessin qui soit bien proportionné ou tout ça. On se perd vite fait à dessiner le détail. Et là, ça permet de contrôler un tout petit peu ce qu'on va dessiner. Alors là, en parlant en même temps, c'est très difficile pour moi d'imaginer. Pensez bien que quand je fais ma bande dessinée, je suis un peu dans un état second à rêvasser à l'univers, à être à fond dans ma scène. Là, c'est un peu difficile d'être dans l'imagination et en même temps d'être dans le discours rationnel. Voilà, j'essaye d'appliquer les volumes pour la poitrine. On va pas non plus faire tout le personnage, mais ça donne une idée. Alors quand je gomme comme ça, j'appuie sur la touche E, hein, ça déclenche ici la petite gomme qu'on voit. E, c'est Eraser, ce qui est la gomme en anglais. Et voilà, ça va me permettre de voir. Si j'ai une partie que je vois qui est un peu trop en retrait, je peux toujours sélectionner un outil de sélection, là, comme le lasso, faire une petite sélection patate autour, appuyer sur la touche T qui va bouger, et puis le bouger un petit peu plus loin. Donc ça, c'est quelque chose que je conseille un peu à tous ceux qui dessinent, hein, même si au début, c'est vraiment faire des pyramides, des agencements de boules, de pyramides, de cylindres comme forme primitive, et pour après, ensuite, avec un plus petit pinceau, venir habiller ça d'une certaine façon, où on fait des plis de vêtements, où on va faire des petits ombrages et tout, mais on va dire que, par exemple, là, pour faire une épaule et un bras qui est plus... on va avoir directement un sens. On va savoir aussi, pour la partie après, où ombrer, parce qu'on va avoir directement des volumes. Donc c'est très intéressant de toujours travailler dans ces fondations. Mais après, bon, j'avoue, c'est pas très sexy comme ça, comme première étape. Il y a toujours un peu cette légende où on aime bien voir les dessinateurs travailler, faire une petite ligne, directement, et puis à la volée. Ça, c'est faisable, hein, mais bon, il faut simplement s'entraîner sur le même dessin. Ou bien avoir un style ou l'avoir fait centaines de milliers de fois. Pratique pour lors des dédicaces ou des choses comme ça. Mais voilà, là on fait une architecture, on essaye de faire les choses bien.
Et donc je représente bien souvent dans les architectures comme ça le corps comme un mannequin. J'ai pas envie de dire nu, mais plus comme un mannequin, c'est-à-dire avec des articulations, avec des volumes. Ça va me permettre, si je fais des vêtements plus amples, de les habiller après. Et donc dans ce groupe-là, je peux toujours, sur un sketch comme ça, diminuer l'opacité et faire un autre calque après. Donc là, je vais passer de 50% à 67%, simplement zoomer un tout petit peu plus, et je vais prendre un tout petit preset. Alors, j'ai le choix, hein, je peux prendre un petit pinceau comme ça, plus petit, ou bien un crayon. Alors là, j'ai un petit crayon, par exemple, qui est pas mal. Et puis là, je vais pouvoir dessiner un petit peu plus, même un peu plus en zoom, et commencer à faire mon personnage. C'est-à-dire que maintenant, normalement, je sais où est l'œil. Ça va m'aider dans ce fameux jeu, qui est le jeu de la symétrie dans l'espace. En fait, vous avez vu, là, j'ai un axe. C'est un axe qui est décalé, hein. Le front va être là, là. Vous allez avoir le nez là, si je fais l'axe qui suit hein, le personnage. Mais là, c'est sur, on va dire, la grande ogive qui est le visage. Je vais avoir un axe un peu décalé comme ça. Mais ça va être une sorte d'axe de symétrie qui va me permettre de savoir, par rapport aux yeux comme ça, comment placer ces deux sphères. Parce que là, on a des sphères qui sont derrière. Hein, on a la sphère de l'œil. Mais il faut que le public le ressente. Il ne faut pas que ça soit l'œil de façon symbolique, comme ça, avec un point, par exemple. Il faut vraiment que, pour moi, dans le style de dessin que j'aime bien, c'est qu'on puisse ressentir un petit peu les volumes qu'il y a derrière. Donc, je vais avoir la pupille, que j'oriente les deux pour regarder la caméra. Là, je vais faire vite fait un petit check de l'autre côté, ça m'a l'air bon. Alors, comme ça, je dessine invariablement d'un côté et de l'autre, ça ne me dérange pas, c'est normal. Voilà. On va passer pour le nez un petit peu, sur le volume. Là, il y a la joue. C'est sûr que dans le volume que j'ai placé avant, j'ai simplement fait ça comme un ballon de rugby, en fait, la partie allongée. Mais il y a beaucoup de petits volumes, hein, comme la joue. Comme le menton. Vous voyez, j'essaye d'ajuster à la volée ces proportions. Elles sont toutes régies par là, là, et là. Normalement, bon, c'est presque un tiers, un tiers, un tiers. Je fais encore un grand menton, mais j'ai un style qui a tendance à plutôt faire des mentons allongés. Alors ça pareil, hein, sur les styles, bien souvent, c'est un peu le nombre d'erreurs que l'on fait qui deviennent plus ou moins acceptables avec le temps, et puis qu'on n'arrive pas trop à effacer, et c'est ce qu'on appelle le style. Mais sans ce style, sans ces erreurs, on ferait tous presque du photoréalisme, peut-être. J'ai une tolérance à l'erreur qui est assez grande, un style qui en laisse pas mal, mais... Et là, je vais pouvoir faire la coupe de cheveux de Pepper. Donc je m'arrête là parce que là, j'ai le chapeau hein, qui commence. Alors, j'ai des questions. J'ai Martmond qui dit qu'il valide mon setting pour approcher le travail du naturel. Ouais, c'est vrai que c'est toujours besoin de se tricher un peu le cerveau pour savoir que l'on fait. Et quelle tablette utilises-tu toi? Choix d'une tablette. Donc, je vais essayer de bouger la caméra et puis de montrer ce que j'utilise là en ce moment. Alors, ça s'appelle une Cintiq 13 HD. Je vais me mettre en webcam full. Voilà. Et donc, vous avez mon clavier ici. Vous avez la tablette ici. Et donc, c'est une tablette qui va reproduire. Je vais faire un peu le caméraman. Vu qu'on a un outil, lâche ce câble. Merci, hein, c'est mon chat qui veut déconnecter la caméra. Donc vous avez mon écran ici où je vois ce qui se passe et il est cloné en fait à la tablette. Voilà, donc je peux invariablement regarder l'écran et l'utiliser comme une tablette normale, cette Cintiq, parce que j'aime bien utiliser la tablette normale. Mais je peux aussi donc dessiner en regardant ce que je fais pour avoir un meilleur contrôle de mes lignes. C'est un peu
un mode hybride, hein. J'aime pas les grandes tablettes comme les Cintiq comme ça qui sont trop grandes parce que bah, justement on perd un peu ce côté hybride. On est uniquement les yeux sur l'écran et puis en plus je trouve que c'est des tablettes qui ont quand même des mauvaises couleurs en général. Elles ne sont pas assez lumineuses, il manque des deltas sur les couleurs, enfin des trucs un peu plus compliqués que si on est un peu geek sur les couleurs, on aime bien. Et puis là, bah, celles-là, bah, elles l'ont pas trop. Et puis là, sur celui-là, je vais avoir plutôt bah, des couleurs mieux calibrées, je vais avoir plutôt des meilleures choses, et puis comme ça, je vais pouvoir à des fois l'utiliser de façon normale, par exemple pour faire du speed painting. J'aime bien hein, des fois avoir la vue d'ensemble et être immergé un peu comme si je regardais ben, un écran en entier. Donc Wacom Cintiq 13 HD, c'est pas non plus la panacée. Je crois qu'il y a le designer qui a fait le câble, hein, qui est sur le côté, là, ce fameux câble, qui s'est gravement chié parce que vous avez vu, vous avez un câble là qui est un peu dur et puis qui sort comme ça sur le côté, c'est complètement disgracieux. Je sais pas ce qui lui est passé par là ce jour-là, à mon avis, il devait pas avoir bien dormi. Mais bon, c'est assez correct, ça chauffe pas trop, hein, c'est une zone ici qui chauffe un petit peu. Et puis la distance entre l'écran et puis la vitre, bah voilà. Par contre, c'est pas trop donné, ça reste un achat, mais on va dire que comparé à des musiciens qui achètent des guitares ou des pianos à des prix faramineux, quand on est assez professionnel et très investi en fait dans le dessin, ce genre d'investissement-là, bah, ceux qui font des instruments de musique, ils aimeraient bien avoir, à mon avis, le même genre de coût, quoi. Donc tout est relatif à chaque fois, hein. On va dire que c'est des beaux jouets et que ça fait peut-être un peu trop quand quand on est amateur, voire que moi je connais des amateurs qui pour leur sport dépensent des fortunes, mais on va dire que pour un professionnel, c'était pas non plus un achat géant. Hop, je reviens à ça. Donc vous allez me revoir regarder en bas, c'est que je regarde à cette Cintiq, hein. Donc ça me fait penser que j'ai pas encore sauvegardé hein, mon dessin. Je vais faire fichier, sauvegarder comme, on va remettre dans Geekferries, on va faire sketch. Parce que ce n'est que ça. C'est Krita document, donc ça va faire sketch.kra, hein, c'est normal. Et ce que j'aime bien aussi, c'est avec ces paramètres. Alors ça, c'est des brosses que je donne sur mon site. Mais bon, là, vous avez une version qui est ma version en cours pour la prochaine version. C'est-à-dire qu'il y a plein de brosses en dupliqué, plein de brosses où j'essaye des choses. Vous allez voir, j'ai pas mal de crayons. J'essaye toujours des crayons nouveaux. J'essaye toujours des crayons qui font un peu plus de grains, un peu moins de grains. Bon. Et puis au moment de faire le kit final que je distribue sur mon site, ben, j'ai tendance à épurer et à garder rien que le meilleur. Donc vous allez pouvoir aller sur mon site. Alors pour aller sur mon site, pour ceux qui ne connaissent pas, sur le site de Pepper et Carotte, www.peppercarrot.com, vous avez ici le making of. Ça va vers mon site personnel qui est davidrevoy.com. Vous pouvez y aller directement aussi. Et en fait, sur ce site-là, vous avez ici Download et vous avez mes brosses pour Krita. Voilà, vous pouvez les avoir là, j'ai distribué gratuit. C'est du open source. C'est pas mélangé avec Krita parce que bah, Krita essaye d'avoir le même kit de brosses de façon régulière pour ses utilisateurs, c'est-à-dire de toutes les versions qu'un utilisateur qui avait la version d'avant retrouve, et ce sont les brosses de Krita, des brosses que j'avais fait il y a de ça déjà pas mal de temps, et ça c'est plus mon kit expérimental, donc si vous voulez avoir les mêmes pinceaux et les mêmes crayons, je sais que ça met en confiance bien souvent quand on commence le dessin numérique, il y a tellement de paramètres et tout, que d'utiliser. Moi, j'avais une artiste numérique que j'adorais qui était Linda Berg Caviste. Je prononce mal son nom hein, parce que c'est un prénom du Nord qui est très dur à prononcer en français, mais qui m'a extrêmement influencé dans mon approche du digital painting. Et c'était à une époque sur les forums où les auteurs distribuaient comme ça leurs brosses gratuitement Photoshop. Et ça avait été un vrai plaisir en fait pour moi de recevoir ça. Donc c'est quelque chose que j'essaye de retransmettre en tant qu'artiste. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de connaître une belle époque. Et puis toujours une époque où il y avait vraiment beaucoup d'espoir avec un internet libre, de Wikipédia, de choses. C'est un peu... la façon dont je suis dans le livre, c'est de faire vivre cet esprit, quoi. C'est un esprit qui m'a beaucoup touché et que j'essaye de retransmettre aux jeunes générations parce que je trouve que ça vaut le coup, tout simplement. Hein, on peut être comme ça devant son écran et puis avoir des choses de bonne qualité. Bon, là il y a quelque chose qui vient de tomber, mais je crois que c'est Nouti. Il est en train d'appuyer quelque chose sur mon clavier. Donc j'ai des questions. Alors... Tiens, alors Martmonde me demande, tiens, en parlant de calibrage, ton écran, fais-tu un calibrage des couleurs? Oui, hein, vous avez
pouvez le voir, hein, je suis dans... Si je tape Color pour GNOME Color, ici, dans les settings, j'utilise GNOME Color et tous mes écrans, oui, ont là des profils. Bon, il va peut-être m'engueuler que ça a été fait en novembre dernièrement. Je suis du genre à le faire tous les 2 mois, ça prend assez de temps, et puis bien souvent c'est une matinée où je dois ranger le bureau, et ben voilà, je lance, parce que ça prend quand même 30 à 40 minutes par écran. Là, vous avez vu mon setup, j'ai 3 écrans, bon, ça prend un peu de temps. Mais oui, tout est calibré, et je calibre bien souvent pour du classique, hein, pour des réglages assez par défaut, mais pour être sûr d'avoir une représentation des couleurs RGB qui est déjà de bonne qualité, pour avoir tous les gris clairs, les gris foncés, pour être sûr que je ne manque pas une couleur en fait. Donc j'ai une question de Sonia aussi. Salut David. Hi David. I don't have any question, but I come to say hello. Bah, hello Sonia. Oh, c'est sympa. Elle a suivi pour voir comment j'ai fait Gimmick. Et elle trouve bien. Donc je suis très content d'avoir des questions aussi en anglais. If you have any question in English, you can also use the box. J'invite les personnes qui parlent en anglais, s'ils ont une question, à le poser. Mais bon, il n'y a plus que 10 minutes aussi, hein, dans le stream. Donc voilà, on peut déjà poser les questions finales un peu, et puis voir un peu comment on peut finir ce stream, en sachant que je pense que je reprendrai moi ce genre de stream sur ma chaîne YouTube. Donc pareil, hein, si vous voulez voir où se trouve la chaîne YouTube, ben... Je pense même pas qu'elle est dessus, mais il suffit de prendre sur mon site toutes les vidéos, et puis vous allez voir, hein, vous cliquez sur YouTube, vous retrouvez ici, je sais même pas comment ça m'appelle, ma propre chaîne. Bah, tout simplement David Revoit, donc ça doit se trouver sur YouTube assez vite. Je vais essayer de faire du live stream en anglais, donc je vais essayer de continuer ça, parce que là j'ai un petit setup. Je vais essayer de faire ça, et puis surtout de montrer comment je fais le prochain épisode de Paper et Carrot en live. Ça risque d'être un peu ennuyant, mais bon, ça peut être un point de rendez-vous. Ça, c'est un des grands projets 2018. Donc on va continuer cette paper un petit peu, en attendant s'il y a des nouvelles questions. Et puis bah, s'il n'y en a pas, et puis si la régie a envie de reprendre la main, eh ben, ils peuvent le reprendre. Je pense que on a commencé à faire le tour. Et d'ailleurs, c'était bien agréable ce moment-là, et je remercie un peu déjà l'organisation des Geek Ferries pour l'invitation, et puis pour la réalisation technique. Parce que bon, de retransmettre depuis mon petit chez-moi à Montauban, c'est quand même bien sympa. Donc j'ai tendance à faire pas mal de petits hatching, hein. Ces petites, ces petites hachures là, c'est une façon que j'aime bien de poser du gris. C'est-à-dire que quand je fais des ombres avec un autre preset, bah, c'est comme ça sur du blanc directement, j'ai tendance à trouver que ça fait comme des effets un peu plastiques. J'ai essayé pas mal de brosses, et c'est toujours avec des petites lignes comme ça que ça m'a plu, et bien souvent quand j'essaye de me mettre à peindre, j'essaye de m'en débarrasser, et il y a un bon filtre pour ça. J'aimerais vous montrer avant la fin, que j'utilise depuis beaucoup de temps. C'est dans Gimmick. Hop, donc j'ai mon petit portrait là qui apparaît. Et ça va être le Photocomics Smoothing. Alors ça va être dans les testings qui va se retrouver, sous Photocomics. Et Photocomics Smoothing, il est là. Avec les paramètres par défaut, ça va faire une sorte de flou, mais un flou avec un peu plus de tension. D'ailleurs, il y a un petit paramètre sharpness, là on peut le mettre un peu à 0,20, 0,23. C'est bien sympa pour avoir un tout petit peu plus de détails. Et ce que j'aime bien, c'est que bien souvent ça me préserve les lignes. C'est-à-dire que vous allez voir, hein, ça prend un peu de temps à calculer, là avec le stream ça devrait être un peu plus. C'est peut-être le moment où ça va cracher. Bien que j'ai jamais eu de problème de crash, c'est assez stable normalement. Mais bon. Il y a quand même beaucoup de choses qui fonctionnent en même temps, là, entre les questions et tout. Donc, on est déjà à 22, 23 secondes, 24 secondes. Suspense. C'est un filtre qui prend pas mal de temps, mais donc, je disais, il va préserver les lignes. Donc, on va avoir nos lignes un peu plus floues, mais qui vont être préservées, et qui vont être un peu plus douces, comme des coups de pinceau. Et les gris que j'ai fait précédemment, en fait, avec des hachures, qui vont apparaître comme du gris.
Alors voilà, ça m'aide à coloriser une image que j'ai un peu hachurée pour me débarrasser des hachures et pour passer en mode painting. C'est un filtre que j'adore et que j'utilise beaucoup dans Pepper et Carotte. Voilà, là je vais faire CTRL Z pour revenir en arrière, mais quand je finis mon crayonné, c'est bien souvent ce genre de filtre là que je mets pour pouvoir passer à la couleur. Peut-être qu'un jour je serai assez confiant pour laisser toutes mes hachures et coloriser directement autour de ça. Donc j'ai une des dernières questions là qui apparaît de MMU Man. Je crois deviner d'après le pseudo. Et merci de ton aide pour la campagne Contributopia de Framasoft. Alors ça aussi c'est quelque chose qui est sympa à montrer, tant qu'on est sur les Geek Ferries. Moi j'en fais un tout petit détour. Je sais, je suis passé par Google, c'est pas très bien. J'ai mes petits défauts personnels. Voilà, donc c'est une campagne qui est lancée par Framasoft où j'ai illustré tous les tableaux, parce que là il y en a plusieurs de tableaux que l'on peut voir. Et voilà, bon, c'est à lire. Je vous conseille d'aller voir, d'aller lire, d'aller voir comment vous pouvez aider Framasoft dans ce projet Contributopia. J'ai été aidé par Pouillou et par l'équipe de Framasoft sur les dessins. Et on s'est beaucoup amusé et j'espère que ça vous fera rêver de voir tous les autres tableaux. Voilà, c'est sur contributopia.org. Ça c'est important à aller voir. Et ben, merci de le mentionner, voilà, parce que bien souvent j'oublie tout. J'oublie aussi toujours de citer tous les contributeurs sur Pepper et Carotte, sur la bande dessinée, tous les traducteurs qui font un travail excellent, tous ceux qui vont aider au site, au bug report, tous ceux qui vont m'aider aussi directement avec la gestion du projet, avec la gestion financière, tous ceux qui soutiennent mon travail. Et ça, c'est grâce à ça que je peux faire Pepper et Carotte. Donc ceux-là aussi, je leur dis bien merci. Mais vraiment bien merci du fond du cœur, parce que ça permet la réalisation d'une aventure, et qui est l'aventure d'une BD complètement indépendante des éditeurs, et puis aussi de créer toute une base de données, de planches de bande dessinée, de tutoriels, que j'essaye de compléter jour après jour, et on va voir où ça mène, mais c'est sûr que sans les soutiens financiers, je ne pourrais pas faire ça. Donc, je remercie énormément tous ceux qui font les petites donations, les micro-donations par Patreon, par Tipeee, par Liberapay. C'est grâce à ça que je fais principalement du Pepper et Carotte. Ça m'arrive toujours de faire du freelance, et donc Contributopia était aussi un de ces écarts. Voilà. Donc je vois qu'il n'y a plus trop de questions. Je vous dis au revoir ici déjà maintenant. Et puis il est 54 sur mon horloge. Je dois repasser normalement le stream à 17h pile. Et je vais regarder s'il y a encore des questions pour répondre. Mais comme ça, à mon avis, on peut enchaîner sur les personnes suivantes. Et moi, je ne sais pas quand ça va couper, puisque j'ai un retour qui est pareil que vos questions, en fait, ici, de la part de l'équipe. J'espère que le stream est bien passé, que l'audio était bon, et que vous avez passé aussi un bon moment. Et puis, je vous conseille de regarder la suite du programme. Je vais introduire qui passera ensuite, je peux le regarder vite fait. Dans le programme, à 17h. De 17h à 17h45, faire une fiche de perso avec Inkscape par Luc. Donc voilà. Inkscape est un logiciel formidable, on l'utilise dans Pepper et Carotte. Quand je dis on, c'est avec tous les traducteurs, c'est pour faire toutes les cases, toutes les bulles. Et donc c'est un projet formidable, donc je pense que faire une fiche de perso, c'est en plus sur le jeu de rôle, donc ça va être vraiment très cool. Donc je vous invite tous à regarder ça, et puis si vous avez d'autres observations, vous savez où me trouver sur les réseaux sociaux. Il y a le hashtag PepperCarotte directement, ou bien vous m'envoyez un message pour me dire ce que vous en avez pensé. Ça me fera toujours plaisir, et puis moi je vais un petit peu me faire une petite tisane ou un petit thé avec du miel pour la voix, parce que j'ai pas mal charré pendant une heure et demie, et là je commence à avoir la voix qui commence à baisser un petit peu. Ça c'est parce que de peindre tout seul dans son atelier, plus tendance au mutisme.
Donc merci encore à vous. Et puis je vais essayer de faire au courant de semaine prochaine une vidéo un peu sur cet effet de récapitulatif. On va quand même gommer ce trait de construction là. Hop. Et on va réduire un tout petit peu. Voilà. Ça sera un peu mieux quand même. Comme il est déjà en multiply et que j'ai un background, Merci beaucoup. c'est-à-dire que je vais avoir les lignes qui vont fusionner avec mon fond. Donc je peux prendre n'importe quel pinceau et puis me mettre aussi à coloriser directement en dessous. Beaucoup moins impressionnant parce que je ne suis pas graphiste. L'idée est de présenter Inkscape, qui est un logiciel de dessin vectoriel, et sur une utilisation, on va montrer que c'est pas très compliqué et qu'on peut faire plein de petites choses avec, et notamment pour les rôlistes, agrémenter ces fiches de perso notamment ou d'autres choses, et voir comment on peut travailler avec ce logiciel-là pour faire des fiches de perso un petit peu plus sympas que ce qu'on peut sortir dans un tableur directement, avec ce côté un peu formulaire de la sécurité merci pour vos sociale. messages, je les vois dans le chat. Le formulaire de sécurité sociale a une mise en page assez particulière qu'on peut apprécier. Mais voilà, donc on va se lancer là-dessus. Ah oui, j'ai un message qui me dit oui que les cases de Pepper et Carotte et les bulles sont accessibles directement en format, oui, dans les sources de Pepper et Carotte qu'on trouve sur le site, dans l'onglet sources. Vous avez langue, et puis dans chaque épisode il y a toutes les langues, et donc on va voir par exemple la version japonaise de Guru Guru, qui est une traductrice excellente, et donc voilà, il y a toutes les bulles qui ont directement, sous Inkscape, on peut retailler la taille du texte, et on peut éditer directement tous les caractères et faire sa propre traduction. C'est pas plus compliqué que dans Pepper et Carotte. Dupliquer un dossier, le renommer, on duplique bien souvent l'anglais, et puis on le change, et puis voilà, c'est comme ça qu'on a toutes ces langues qui sont fantastiques sur le projet. Je crois que le record, c'est plus de 40 langues, et ça va être l'épisode 1. Alors on voit un peu toutes les langues, et ça c'est fantastique. Donc encore un grand merci à tous les contributeurs de Pepper et Carotte. Ça se voit directement sur le site, tout en haut d'ailleurs, quand on a l'épisode 1. On peut avoir accès directement à toutes ces langues pour les voir d'un seul coup. Donc là il est 59, je pense que c'est la fin. Donc merci encore à l'organisation. Et puis moi je vais tourner en off le truc. Donc si vous avez enregistré cette émission, tout est en Creative Commons. Au revoir.